Et si la manière dont on parle de la pauvreté était en train de tout changer? Aujourd'hui, on va s'intéresser à une transformation assez profonde, voire radicale. On est en train de passer d'une vision de la pauvreté comme un problème de société à une perception qui la voit de plus en plus comme un échec personnel. Alors, voilà, on entre direct dans le vif du sujet. Cette diapo, elle résume parfaitement l'idée centrale qu'on va décortiquer ensemble. D'un côté, la pauvreté vue comme un manque de ressources, un problème structurel donc. De l'autre, la pauvreté vue comme un manque de résilience, c'est-à-dire un défaut quasi individuel. La question c'est comment on est passé de l'un à l'autre. Ok, première grande partie, le nouveau stigmate de la pauvreté. On va voir comment, très concrètement, une simple condition sociale a pu se transformer en une sorte de faille personnelle. Comment la pauvreté est devenue plus qu'un état socio-économique, mais un véritable stigmate moral. Regardez bien ce glissement de sens, il est fondamental. On ne cherche plus simplement à aider, mais carrément à corriger, à rééduquer. Le message caché derrière ça, il est super puissant. Le problème, ce n'est plus la situation, c'est la personne. Comme s'il y avait quelque chose de cassé en elle qu'il fallait absolument réparer. Et ça, c'est un coût psychologique absolument immense. Faut bien comprendre que la précarité, ça ne se contente pas de vider un compte en banque. Non, ça va beaucoup plus loin. Ça ronge l'estime de soi, ça épuise moralement et surtout, ça vole la capacité à se projeter, à imaginer un futur. Deuxième partie, on va parler de l'architecture de la culpabilisation. La grande question, c'est comment un problème qui est de toute évidence systémique finit par être perçu comme la faute d'une seule personne. Comment le système arrive à rendre la pauvreté si personnelle? Eh bien, la pièce maîtresse de tout ce système, la clé de voûte, c'est une idée qu'on connaît tous très bien, le discours méritocratique. C'est lui, ce système de croyance, qui est l'outil parfait pour transformer des inégalités bien réelles, structurelles, en une simple question de valeur personnelle, morale ou même psychologique. Et la logique derrière, elle est assez simple, presque mécanique. Regardez. D'abord, on a une société qui, factuellement, produit des inégalités. Ensuite, on plaque par-dessus une idéologie super séduisante qui dit que la réussite, c'est uniquement une question de volonté, d'effort personnel. Et donc, la conclusion est implacable. Si des gens sont pauvres, c'est qu'ils ont échoué personnellement. C'est qu'ils n'ont pas le bon mindset. Ce qui nous amène à cette équation absolument terrible qui finit par s'ancrer dans la culture. Être pauvre, c'est avoir échoué. Et à l'inverse, être stable, c'est être en bonne santé. Le statut économique devient carrément un indicateur de santé mentale et morale. Et ce mécanisme va encore plus loin, avec ce qu'on appelle la psychiatrisation du social. L'idée est assez simple à comprendre. Au lieu de regarder les causes sociales d'une souffrance, le stress, l'insécurité, l'humiliation, on va lui coller une étiquette médicale, une dépression, un trouble anxieux. Bref, on transforme un problème de société en un problème purement individuel, un dysfonctionnement interne. Alors, logiquement, tout ça nous amène à une question un peu provocatrice. Est-ce que ça veut dire que les personnes qui subissent la précarité sont tout simplement cassées, qu'elles ont un déficit psychologique? Troisième partie, et c'est là que ça devient fascinant, le savoir de la précarité. Parce que, et si la réponse à cette question était exactement l'inverse? C'est ce contre-pied, cet argument vraiment puissant, qu'on va explorer maintenant. C'est le grand retournement de situation. Non, ces personnes ne sont pas cassées, elles sont, au contraire, lucides. C'est l'idée que l'expérience même de la précarité, aussi dure soit-elle, développe en fait une compréhension du monde qui est unique et incroyablement aiguisée. Ce type de connaissance porte un nom, les savoirs subalternes. Attention, subalterne ne veut pas dire inférieur, pas du tout. Il s'agit d'une sagesse très concrète, incarnée, qui se développe quand on est exposé directement à la violence du système. C'est, au fond, un savoir de survie. Et attention, le but ici n'est absolument pas de romantiser la pauvreté. Surtout pas. Il s'agit plutôt de reconnaître que le fait de devoir naviguer dans un monde hostile forge des compétences vraiment spécifiques. Une capacité à décrypter les jeux de pouvoir, une adaptabilité quasi instantanée, une lucidité sans filtre sur les promesses creuses du système. Une véritable intelligence de la survie, en somme. Dernière partie, le symptôme d'un monde malade. Bon, si on part du principe que le problème n'est pas l'individu, mais le système, alors la solution c'est quoi? Ça nous force à changer complètement notre angle de vue. Parce que le but, finalement, ne peut pas être de réparer la personne. Ça ne peut pas être de juste donner des outils pour mieux supporter un environnement qui est fondamentalement toxique. Ce n'est pas la bonne approche. Mais bien de remettre en question le monde qui la rend malade. Le véritable enjeu, il est là. Il faut déplacer le projecteur,
Arrêter de se focaliser sur l'individu et commencer à interroger les structures, les normes qui elles-mêmes fabriquent de la souffrance et de la vulnérabilité. Et ça nous mène à cette conclusion qui est vraiment le cœur du propos. La vulnérabilité psychique est parfois un symptôme juste d'un monde malade. Et si, finalement, ce qu'on voit comme une faiblesse individuelle n'était en réalité qu'une réaction saine à un système qui, lui, est malade? La question à se poser n'est alors plus comment réparer les gens, mais bien comment on soigne notre société.